Radio J, 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J. Bienvenue dans votre late show de l'après-midi avec mon invité talentueux, polyvalent, multitalent exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur radioj.fr ainsi que la totalité de l'émission en vidéo sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes lundi 16 décembre 2024, dernière ligne droite avant les fêtes et scoop, on sait enfin qui est Miss France et qui est Premier ministre. Et pour les deux cette saison, comme pour le vin, on a valorisé l'âge. Ce sera donc Miss Martinique et François Bayrou. François Bayrou, l'aboutissement d'une carrière à 73 ans. C'est à cet âge-là qu'on choisit les premiers ministres en ce moment. Si t'es politique et qu'à 73 ans, t'as toujours pas été Premier ministre, c'est que t'as raté ta carrière. Comme quoi, dans la célèbre fable « Rien ne sert de courir vite, il faut partir à point ». Ça marche aussi en politique. Avec beaucoup de patience, un jour, on peut connaître la reconnaissance. Et justement, aujourd'hui, on va parler reconnaissance, génie, histoire, transmission, création, théâtre et passion. Une intelligence aussi bien dans la raison que dans l'émotion. Une curiosité, un engagement pour rendre justice à l'histoire et à ses génies, le regard bleu hypnotique et perçant, une présence captivante, une palette de jeux digne d'un impressionniste sur sa toile, un charisme envoûtant, une force fébrile, une fragilité ancrée mais subtile, une plume exploratrice et ciselée. Il est fait de ces rouages bien huilés qui font que la machine fonctionne à merveille, vous faisant voyager dans le temps et dans la réflexion, récompensé aussi bien pour son jeu que pour son écriture. Son travail est d'utilité publique, vous faisant éprouver une sensation d'éblouissement privé, car il apporte de la lumière au sens de nous éclairer sur ce qui s'est passé pour de vrai, et lumière au sens de la clarté dans l'obscurité. J'ai le grand plaisir d'accueillir le comédien, acteur, dramaturge, comme on dit dans le jargon, doublement moliérisé, Benoît Solès. Wow. Bienvenue Benoît. Oh là là. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous reçois cet après-midi. Merci, je suis très touché par les mots d'introduction. J'avoue que là on est vraiment sur un très haut niveau. D'abord c'était très bien écrit et ça c'est quelque chose qui me touche et est extrêmement flatteur. Donc merci beaucoup. Pour un grand auteur, il fallait être haut niveau je crois. Donc grand auteur que j'ai eu le plaisir d'applaudir, évidemment on va en parler puisque vous êtes à l'affiche encore, et puisque la machine fonctionne très très bien évidemment dans la machine de Turing au Théâtre Michel. Donc ça se passe du mardi au samedi à 19h et le dimanche à 16h30. On est sur la 5e saison. Alors on a créé la pièce en 2018. On a enchaîné au Théâtre Michel dès septembre 18, 19, 21, oh là là. Oui. On est sur la 6e saison, c'est ça ? 6e saison je crois. Et donc effectivement, je crois que c'est un véritable hit, cette pièce. C'est vraiment... la machine vous a échappé des mains, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai qu'on l'a créé au Festival Off d'Avignon, dans une petite salle avec Amaury de Crayancourt, que vous avez reçu il n'y a pas très longtemps. et puis, voilà, comme toute création, au départ, les premiers jours, il y avait 4, 5, 10, 20, 30 personnes. Et puis, ça a monté très vite. Il y a eu un buzz, comme on dit. Et ça nous a complètement dépassé le succès, la façon dont cette pièce a touché les gens au cœur. Cette histoire d'Alan Turing a vraiment touché les gens au cœur. Et depuis, le spectacle continue de se jouer. Et prendre de l'ampleur et même voilà, hors des frontières. C'est ça. On a joué la pièce dans tout le monde francophone, de Nouvelle-Calédonie aux États-Unis et de Polynésie ou je ne sais où. Et elle a été aussi traduite dans une quinzaine de pays. Donc elle se joue... En ce moment même ? Oui, en ce moment, elle se joue, je sais pas, en Grèce, en Corée du Sud, naturellement, et en Allemagne. Elle va démarrer, je crois, en Argentine. C'est vraiment un truc assez incroyable. Mais ce qui me touche le plus, peut-être, c'est qu'aujourd'hui, le texte est étudié dans les collèges et dans les lycées. Et justement, j'allais vous dire, en fait... Cette pièce, donc pour ceux qui nous écoutent, vous rendez hommage de la meilleure des manières, j'ai envie de dire, à donc Alan Turing, qui était un génie et un visionnaire, puisque c'est grâce à son intelligence qu'il a réussi à déchiffrer la machine Enigma, donc qui servait aux Allemands pour se battre contre nous, quoi. Et en fait, et c'est précurseur aussi de l'ordinateur, de ce dont on se sert tous les jours au quotidien. C'est ça. Mais son génie n'a pas été révélé à sa juste valeur, et c'est tout le sujet aussi de cette pièce. Et c'est là que vous le mettez en lumière, de par le fait qu'il était homosexuel, et qu'aussi à l'époque, en fait, en général, les lanceurs d'alerte et les génies, on les met toujours sous silence et on a envie de minimiser leur travail. C'est vrai. C'est vrai, ça n'a pas été le premier. On peut parler de Galilée, par exemple, avant lui, qui a dit des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui, mais qui l'a payé de sa vie. Et c'est un peu pareil pour Alan Turing. Il a réussi, comme vous l'avez très bien dit,
a cassé le code secret des nazis, celui qui leur permettait d'encoder la position de leurs sous-marins, et donc par là même probablement, si on n'avait pas réussi à casser ce code, à gagner la bataille de l'Atlantique et la Seconde Guerre mondiale. Et puis quand il est parvenu à casser le code secret, il l'a fait en créant une machine, une espèce de machine mécanique. Évidemment, il n'est pas question, même pas d'électronique à l'époque, et cette machine mécanique était de fait le premier ordinateur ou l'ancêtre conceptuel de l'ordinateur. C'est assez extraordinaire d'avoir réussi à mettre en valeur cette histoire, en fait, et qui est déterminante de l'histoire de l'humanité, en vrai. Oui, je crois que c'est vraiment un des rares personnages qui, réunit vraiment le fait d'avoir une trace historique immense, une trace scientifique, un héritage scientifique immense, et aussi un message sociétal, je dirais. Avoir été à la fois un héros de la guerre, un précurseur de l'informatique et un martyr parce qu'il était homosexuel, c'est vraiment incroyable. Alors j'aimerais revenir un peu sur l'origine de justement comment est arrivée cette histoire à vos yeux et à vos oreilles, parce que c'est quelque chose d'assez extraordinaire et un peu dû au hasard. C'est à l'occasion de l'écriture d'une autre pièce, en fait, ouais, que vous êtes tombé, donc la métamorphose des amants. Oui, alors une pièce que j'ai jamais écrite, finalement, que j'ai écrite d'ailleurs, mais qui s'est pas montée. C'est ça qui est assez drôle en général. Oui, parfois il y a des choses qui vous mènent à une autre chose. Une rencontre, parfois, vous mène à une autre rencontre. C'est ce qui s'est passé. C'est une pièce dans laquelle il y avait une histoire de pommes. Et un jour, j'étais chez une amie, Agnès Jaoui d'ailleurs, je la salue si elle nous écoute, et je regardais sur mon téléphone un site pour les histoires de symbolique de la pomme. Il y a plein de choses reliées à la pomme, Blanche-Neige, Adam et Ève, Newton, et un logo bien connu que je vois d'ailleurs en sûr, face de moi en ce moment. Et donc, il y avait tout ça sur une petite page Wikipédia, et à côté du logo de la firme Apple, il y avait « Voir Alan Turing ». Là, on est en 2009, il n'y a pas eu le fameux film Imitation Game, et personne, franchement pas grand monde ne sait qui est Alan Turing, et moi non plus, comme tout le monde. Donc je suis allé voir sur internet, et j'ai vu en fait en quelques lignes ce que vous avez pitché au début de l'émission, et je me suis dit waouh, comment c'est incroyable, un mec qui a fait tout ça, qui a sauvé le monde, inventé l'informatique, prévu l'intelligence artificielle et a été condamné parce qu'il était gay. C'est ce qu'on appelle un destin quand même. Complètement. Et je me dis mais comment ça se fait qu'il soit pas connu, et là je découvre qu'il y a eu vraiment une tentative un peu d'enfouissement, d'effacement de sa vie, sans doute que les services secrets britanniques n'étaient pas très à l'aise avec la façon dont on l'avait traité. Et je découvre qu'un mec a lancé une pétition pour le réhabiliter, et que le premier ministre de l'époque, qui est Gordon Brown, a répondu « Laissez-moi me renseigner, je ne sais pas qui était Alan Turing ». Incroyable quand même. Donc voilà, le processus de réhabilitation a été lancé, ce film a été fait. Un temps, ça m'a un peu détourné du courage ça qu'il vous faut. Vous êtes dit mince, ils arrivent avant moi. Exactement. Et puis je me suis dit, quand j'ai vu que le film allait se faire, c'est d'ailleurs Leonardo DiCaprio qui devait le faire à l'origine, puis ça a été finalement Benedict Cumberbatch. Et quand je vois que le film se fait, je me dis bon voilà, c'est normal que j'ai pas été le seul à et c'est marrant parce que souvent quand il y a un truc qui sort comme ça, c'est dans l'air. Oui, effectivement, Et puis j'ai vu le film en 2013, je crois, qui est magnifique, mais qui est très centré sur justement le côté scientifique, la cryptanalyse d'énigmas, et je me suis dit il y a matière moins quand sur même. l'après. C'est ça. Voilà. Le côté humain finalement, le côté le côté sensible. C'est ça. Et je me suis dit voilà, le théâtre en plus avec sa relative absence de moyens comparé à un film peut-être permettre de faire une pièce qui va se recentrer sur l'humain, sur la sensibilité. Complètement. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, c'est ce que j'ai et je trouve que c'est ce que vous avez excellemment bien fait, parce qu'effectivement, tout ce côté sensible, qu'évidemment, Benedict Cumberbatch est un excellent acteur, et le film est extraordinaire, mais c'est vrai que vous avez votre manière d'aborder le sujet, on va vraiment dans l'humain, dans sa fragilité, dans toute sa complexité, à la fois de génie et de personnages fragiles, avec ces failles aussi d'enfants. Vous abordez justement comment il est arrivé là, comment on arrive à cette machine, et je trouve ça très très bien amené, parce que c'est amené de manière subtile avec des flashbacks, et on n'a pas que le génie de la raison, encore une fois, on a aussi la personne avec son cœur et ses fragilités, et ça vous l'amenez très bien à la fois dans votre jeu et dans votre mise en scène, qui est, je trouve, à la fois grandiose et à la fois très simple. Ouais, c'est Tristan Petit-Girard qui a fait la mise en scène, et c'est vrai qu'après le film, où on voit Benedict Cumberbatch être un génie, mais presque indéchiffrable, si j'ose dire, à quelqu'un qu'on admire, mais qu'on ne
rencontre. Presque trop secret, presque trop fermé. Oui. Moi, j'ai voulu, et sur la base d'ailleurs de ce que j'ai lu dans la biographie sur laquelle est basée ma pièce et le film, et tout ce qui a trait à Alan Turing, qui s'appelle L'énigme de l'intelligence d'Andrew Hodges, j'avais cru lire que quand même ce personnage était extrêmement sympathique, très curieux, faisait des blagues, était assez comme ça subversif, étonnant, étrange, et j'avais envie que le public ait le sentiment de le rencontrer, et qu'il n'y ait pas trop de mystère en fait qui se livre à nous. C'est pour ça que je fais parler Turing au public, et les gens me disent on a vraiment l'impression à travers l'écriture et le jeu de le rencontrer. Et justement, vous avez choisi, mais on peut pas tout révéler parce qu'il faut vraiment aller le voir, mais comme vous le dites, vous avez choisi de vous adresser au public, et c'est cette manière à la fois de s'adresser au public et de revenir dans la situation présente, montre toute l'étendue de votre jeu aussi, et montre d'une certaine manière comment vous faites parler son moi profond et son moi public en fait. Voilà. On peut donner un indice, c'est dire qu'il était, bègue. Fortement bègue, voilà. Ça c'est vraiment historique. Bon, moi peut-être parfois je le joue, ça dépend des soirs parce que ça change, mais avec une forme d'autisme Asperger. Ça on peut pas le dire parce que le diagnostic d'Asperger est postérieur à Turing, mais en tout cas il était bègue, ça c'est certain, et donc voilà, il y a des moments où il parle, mais en effet c'est ça, peut-être sa voix intérieure ou sa conscience ou son héritage qui nous parle, et des moments où on le voit dans des scènes clés de sa vie, des moments très importants. Et mon partenaire, qui était Jules Doucet, quand vous l'avez vu, je crois, joue 3 personnages. Un policier qui va enquêter sur est-ce que Turing dit ou ne dit pas, parce que il n'avait pas le droit de dire. Il avait créé cette machine, il avait décrypté l'énigma, mais il n'avait pas le droit de le dire. Et il n'avait pas non plus le droit de dire qu'il était homo, parce que ça pouvait se faire, mais il fallait pas en parler. Donc il y a une espèce de fil narratif dans la pièce qui est une vraie enquête pour savoir tous ces secrets. Tous ces secrets. Et le comédien qui m'accompagne joue aussi un joueur d'échecs qui va l'entraîner dans toute cette aventure de la cryptanalyse d'énigma, et aussi son amant qui va précipiter sa chute parce qu'il y aura un procès et cette condamnation qui va aboutir tout de même à la castration chimique et à son suicide. C'est même pas trop, comment dire, c'est pas trop révélé parce que on sait que cet homme-là s'est suicidé en trempant une pomme d'anticyanure parce qu'il adorait Blanche-Neige, et là où peut-être le mystère devient le plus épais et le plus beau, c'est que on se demande bien sûr si cette pomme croquée, celle de Blanche-Neige, mais celle qu'il a vraiment utilisée pour se tuer, n'aurait pas inspiré le fameux logo de la firme informatique dont on parlait tout à l'heure. Tout à fait. D'ailleurs, vous y faites allusion. Et il y a quelque chose d'assez beau aussi dans ce que vous défendez dans la pièce, c'est qu'évidemment les génies ont toujours envie, il n'y a pas de hasard comme on dit, ils ont toujours envie avec leur intelligence d'essayer de déceler, voilà, vous parlez de cellules, vous parlez de la vie, le mystère de la vie. Et en fait, quand on voit son destin à lui, ou même je vais plus loin, le destin de Steve Jobs, qui n'a pas pu maîtriser non plus son destin puisqu'il a été emporté par un cancer du pancréas. Voilà, finalement, il y a des choses comme ça qui se retrouvent à travers le temps. C'est vrai. Chez beaucoup de grands scientifiques ou de grands mathématiciens que j'ai pu rencontrer, Cédric Villani, par exemple, est venu à la première. On a pu échanger après. Et je me suis rendu compte, chez Turing comme chez Villani, que les mathématiques à un très haut niveau, comme celui qu'il pratique, confine à la philosophie et même à la métaphysique. On le voit bien d'ailleurs et c'est assez passionnant parce que Turing, par exemple, reconnaissait des suites mathématiques dans la nature, cette fameuse suite de Fibonacci, qui peut, causer de façon très très, biologique, la façon dont l'escargot, la forme de l'escargot, de la pomme les de fleurs, pin, la pomme de pin, tout ça. Et il dit, mais s'il y a cette suite, c'est que quelqu'un l'a pensé. C'est que quelqu'un l'a pensé. C'est qu'il y a une pensée, une logique. S'il y a une logique, il y a une pensée, c'est qu'il y a un penseur. Et donc voilà. Et donc ça effectivement, on remet de la logique et de la raison dans des choses qui nous échappent totalement, quoi. Et oui, au fond, il se demandait d'où on vient, qui on est, où on va et qui nous a pensé. Donc ce mathématicien cherchait Dieu comme beaucoup d'entre nous, je crois. Alors on va écouter la bande-annonce pour se mettre dans l'ambiance de cette machine de Turing. Vous est-il déjà arrivé de détenir un secret? Un grand secret? Qu'avez-vous fait pendant la guerre, monsieur Turing? Je te présente Enigma. Ce fou d'Hitler est en train de nous précipiter vers une seconde guerre mondiale, Turing. Et cet engin-là risque de nous la faire perdre. Est-ce qu'une machine peut penser? Tu es viré! Non, 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 non! La plaisanterie est terminée! Non!
peut saluer d'ailleurs la très belle musique de Romain Trouillet. Ouais, c'est vraiment qui nous met dans cette ambiance comme ça. Et évidemment, il y a quelque chose de très cinématographique même sur cette scène. Et je trouve qu'on pourrait réadapter encore la vie de Turing avec votre prisme à vous et celui que vous avez choisi. Donc, comme je le disais, moi, j'ai vu la pièce et vraiment, j'ai été époustouflée à la fois par le jeu et puis par cette mise en scène. Et effectivement, il y a un devoir de mémoire de dire de raconter cette histoire. Vous parliez des scolaires et justement, je voulais savoir à l'origine de la création de cette pièce, est-ce que vous avez rencontré des difficultés justement sur le fait de pouvoir la monter par rapport à ce sujet-là dès qu'on se dit mathématiques aux gens ou quoi, ça peut les freiner. Je dirais pas quel grand théâtre qui avait un comité de lecture m'a fait cette réponse magnifique que j'ai encadrée évidemment à côté des 4 Molières, qui était: cher monsieur, nous avons bien lu votre pièce en se trompant sur le nom d'ailleurs, sur Sturing. Alain Sturing, oui. Permettez-nous de vous dire que la pièce n'est pas mauvaise en soi, mais qu'une pièce sur un mathématicien homosexuel qui se suicide, ça vraiment, ça n'intéressera personne. C'est fou quand même. Ouais. Bon, mais voilà, je suis content de l'avoir fait. Et la pièce touche tous les publics. Les gens viennent en famille voir cette pièce. Des parents emmènent leurs ados et même leurs grands-enfants comme une soirée en famille, un divertissement, parce qu'on rit beaucoup. Turing avait beaucoup d'humour, un humour assez décalé, assez anglais, mais les gens rient. Et aussi, évidemment, les jeunes apprennent cette page de la Seconde Guerre mondiale, la jeunesse de l'informatique, et réfléchissent à la façon dont on l'a traité. Oui, à l'ingratitude de la société, oui. Donc c'est vrai c'est vrai, effectivement, il y a toutes les générations confondues, il y avait des gens en famille, et justement, c'est là qu'on voit que votre pari est réussi et que ce théâtre s'est manifestement trompé. Tant mieux. Et quand on voit la longévité aussi, c'est que voilà, c'est un sujet. Rien n'est acquis en fait, même aujourd'hui, et donc ce sujet-là, que ce soit sur l'ingratitude de la société envers des gens, le regard par rapport à l'homosexualité, il est toujours important en 2024 de remettre de la lumière dessus. Comme tous les grands sujets, comme tous les grands personnages, ils sont universels et intemporels. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, évidemment, la Seconde Guerre mondiale, ça, bon, c'est plutôt réglé, mais il y a d'autres guerres. L'intelligence artificielle nous questionne aujourd'hui dans notre vie d'aujourd'hui, et c'est assez vertigineux de voir que Turing en parlait en 1952. En parlant sous les rires des gens, parler de machines programmables, d'une machine qui serait capable de battre l'homme aux échecs, où il a même pensé, c'est ce qu'on appelle, je crois, le deep learning, il a pensé que des machines pourraient, dans un état de programmation avancé, confiné à l'émotion. Et puis, évidemment, le traitement qu'on lui réservait aujourd'hui n'a plus cours en Angleterre, mais l'homosexualité est punie de mort, je crois, dans 13 pays encore, dont l'Iran et bien d'autres. Bien sûr. Donc voilà, ça c'est quand même important de le dire. Évidemment. Alors, comme on l'a dit, ça a réuni de nombreuses personnes dans la salle de tout âge, et c'est encore le public qui parle le mieux de tout ça. C'est très bien. Très très bien. Super. C'est des super inventés. C'est important de raconter cette histoire, je pense. C'est super. C'était exceptionnel. Je trouve que les deux acteurs jouent très 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 bien. C'est profond, sensible, c'est moderne. Et c'est bouleversant parce que c'est dur de se rendre compte de la dureté de l'homme, quoi. Pour même des personnes qui ont tant œuvré pour des choses, pour arrêter la guerre, quoi, en l'occurrence. Et finalement, la dureté de l'être humain derrière, le monde lui met sur ses épaules. Du coup, c'est bouleversant. Moi, ça m'a bon, bravo, quoi. Bravo, franchement. On y va pareil. Merci en tout cas. Non, parce que je me disais, il y a un deuxième sens parfois c'est beau quand les choses ont du sens. Et la machine de Turing, comme ça, aller chercher les nombres infinis. Alors, le fait de le faire plein de fois comme ça donne un deuxième sens à la pièce. Donc il faut continuer au max pour que ça soit presque infini et que tout le monde puisse voir ça, quoi. Voilà. Et ça permet de mieux connaître son histoire, en fait. Voilà, que je connaissais pas du tout. En vrai, niveau mise en scène, c'était hyper cool. Le jeu était tenu en plus par 2 acteurs, donc je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'acteurs pour le coup. Donc j'ai trouvé ça vraiment hyper bien mis en scène, hyper bien narré. Et pareil, le jeu d'acteurs était plutôt... c'est ce que je disais à ma mère tout à l'heure. Franchement, les acteurs, ils étaient ouf, pour parler franchement. Et je trouve que c'est sur un sujet qui est pas mal controversé, même de notre époque. Donc c'était super intéressant la manière dont ça a été mis en avant. Donc voilà.
Moi, je mets un 10 sur 10. Voilà. Ah, bien, non, Oui, non, mais ça a été pris Je connaissais l'histoire de cette personne, et c'est vrai que à cause de son homosexualité, il n'a pas été récompensé, et il est tombé dans l'oubli en fait. Mais la mise en scène était parfaite. Je veux dire, là, j'ai retrouvé vraiment le personnage, on va dire. C'était étonnant, mais vraiment, on a passé un super moment parce qu'il dégage une énergie, cet acteur, mais c'est incroyable. Alors, comme il a proposé une autre pièce, je crois qu'on va être obligé d'aller la voir. Voilà à peu près ce qu'ont dit les gens sans que je les paye. Ouais, c'est très touchant, ça m'émeut même presque encore 6 ans après, 7 ans même après la création. J'ai vu à la fin des représentations, que ce soit à Paris ou en province, des scènes incroyables d'adolescents par exemple faisant leur coming out devant leurs parents, me tenant la main parce qu'ils m'avaient dit que le personnage leur avait donné la force de le faire, ou à l'inverse des parents dire à des enfants, que ce soit sur la thématique de l'homosexualité, de l'autisme ou de forme. Enfin, cette pièce et la force de Turing, son courage, son rapport à la vérité touche les gens et parfois même change des choses dans leur vie, comme tous les très très grands personnages. Et c'est là qu'on voit toute l'importance du théâtre et du spectacle vivant, parce que vous allez mettre le focus sur un sujet oublié des fois par les médias en fait, et par l'histoire en général, et c'est vrai que ça permet de devenir comme quoi l'art peut apporter un nouveau point de vue, peut sensibiliser sur un sujet qu'on a un peu oublié en fait. Moi je trouve ça formidable, et c'est ce qu'on essaie de faire avec cette maison de production qui s'appelle Atelier Théâtre Actuel. C'est un théâtre à la fois populaire et exigeant, c'est-à-dire que on s'ennuie pas, je crois. On a des émotions, on réfléchit et on sort aussi avec des questions ou un enrichissement. Donc je suis vraiment très très heureux de défendre cette histoire et fier de la façon dont on a réussi à le faire, parce que c'était un défi de parler d'un si grand personnage en 1h30 au théâtre. Et vous le faites vraiment très très bien. Donc j'invite tout le monde évidemment à aller découvrir, si ce n'est pas déjà fait, La Machine de Turing au Théâtre Michel. Et par ailleurs, comme l'a dit un des spectateurs, on va retrouver une de vos nouvelles créations. Et donc effectivement au Théâtre Rive Gauche. Ouais. Je vous laisse nous faire l'exclusivité internationale de cette pièce. Avec grand plaisir. C'est là que j'ai eu la chance l'année dernière de jouer une autre de mes pièces avec Amaury de Crayoncourt toujours et Anne Plantet qui s'appelait La Maison du Loup. Voilà, où cette fois on partait à la rencontre de Jack London. Mais mon nouveau spectacle, c'est ma première mise en scène, c'est au Théâtre Rive Gauche à nouveau à partir du 22 janvier. Ça s'appelle Le Secret des Secrets, et ce secret, c'est celui de la pierre philosophale, cette pierre qui aurait le pouvoir de transformer les métaux en or et de prolonger la vie. Donc suite à un article dans Science et Vie qui disait qu'une très jeune chercheuse américaine avait découvert un carnet à la British Library qui contiendrait la recette de cette fameuse pierre, j'ai rencontré la dite chercheuse Megan Piorco. On s'est rencontrés à Londres, elle m'a montré le carnet et j'ai brodé une histoire là-dessus avec 4 jeunes comédiens, et j'espère que le public viendra la découvrir. Mais écoutez, on va en dire encore plus dès qu'on se retrouve dans quelques instants. Juste après le Flash Info d'Eva Soto, je suis en direct avec Benoît Solès, immense acteur, immense comédien, immense dramaturge, auteur et metteur en scène désormais. Donc on retrouve au Théâtre Michel dans la Machine de Turing, et bientôt avec sa pièce Le Secret des Secrets. À tout de suite sur Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 15h30. C'est l'heure du Flash Info avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, un tir de missile contre Israël en provenance du Yémen. Tout à l'heure, les alertes ont retenti dans la région du Gush Dan et de Tel Aviv. Le missile a été intercepté, il n'y a pas eu de victimes. Israël a frappé des dépôts d'armes en Syrie. Le site visé était l'une des bases russes dans le pays. Les cibles des défenses aériennes et des sites de stockage de missiles sol-sol. L'opération a eu lieu la nuit dernière.
La Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite condamnent les plans israéliens pour le Golan. Israël qui veut favoriser l'augmentation de la population. Selon Jérusalem, il s'agit de renforcer les localités du Golan et l'État d'Israël à la lumière du nouveau front en Syrie. La Syrie justement, mais aussi les otages au centre d'une discussion téléphonique hier entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Selon le ministre de la Défense Israël Katz, Israël est plus proche que jamais d'un accord sur la libération des otages dans la bande de Gaza. Il y en a encore une centaine. Le procès de Binyamin Netanyahou pour corruption, le Premier ministre israélien en exercice a demandé l'annulation de l'audience de demain et l'a obtenu. Les raisons exactes de cette décision restent secrètes. À Mayotte, la désolation après le passage du cyclone Chido. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire est arrivé sur l'île. Selon Bruno Retailleau, il faudra des jours et des jours avant de connaître le nombre de victimes. Des centaines, voire des milliers de tués, estime de son côté le préfet sur place. Retour en Israël pour finir avec ces traînées de fumée dans le ciel en forme de ruban à l'image de ceux jaunes que les soutiens des captifs arborent. Des traces dessinées par des avions sont apparues dans le ciel israélien ce matin et visibles largement à travers le pays. Selon Tsahal, ces traînées de fumée de condensation ont été créées par des activités opérationnelles de routine, mais les photos largement partagées ont généré l'hypothèse d'un geste de pilote en faveur des otages. Merci Eva, on vous retrouve à 16h pour le journal. Restez avec nous, je suis en très bonne compagnie avec Benoît Solès, le comédien, auteur, metteur en scène. À tout de suite dans le Annabelle Show. Radio J, le 6-9, Ilana Ferradian. Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J. Avec la Tzedaka FSJU, unis plus que jamais. Chaque année, grâce à votre générosité et votre engagement, plus de 20 000 familles bénéficient d'un soutien essentiel pour affronter les difficultés du quotidien. Cette année, plus que jamais, soyons unis, forts et solidaires autour du FSJU et de ses combats. Donnez sur tzedaka.fr. Tzedaka.fr. La Tzedaka FSJU, c'est un mois d'action pour aider, soigner et bâtir. Participez à la plus grande campagne de solidarité et suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Pourquoi on allume des bougies à Hanouka, papy ? Les bougies symbolisent la lumière, mon petit. Mais cette année, il faut aussi penser à ceux qui sont dans l'obscurité. Ceux qui n'ont rien ? Exactement. L'OSE aide les enfants et les familles dans le besoin à célébrer Hanouka. On peut aider aussi ? Oui, en faisant un don. Chaque petit geste peut illuminer le cœur de quelqu'un. Pour donner à l'OSE, rendez-vous sur ose-france.org ou faites un chèque à l'OSE, 117 rue du Faubourg du Temple, 75 010 Paris. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J, 15h, 16h, le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Je suis avec Benoît Solès qui adore cette musique. Ouais. Forever Young. Alors c'est marrant parce que ça fait partie de vos chansons favorites, il me semble. Ouais. Et on vient, avant le Flash Info, de se dire que vous allez mettre en scène et monter très incessamment sous peu le 22 janvier le Secret des secrets qui parle donc des mystères de la pierre philosophale pour rester jeune. Ouais, exactement. Donc c'est assez rigolo de retrouver cette référence dans vos... c'est un sujet qui vous parle. Les histoires de l'ésotérisme, les grandes histoires d'aventure, ça m'a toujours plu. Quand j'étais gamin, j'adorais les trucs de Jules Verne, 20 milieux sous les mers, machin, ce voyage au centre de la Terre et tout ça. J'aimais tout ce qui était un peu héroïque fantasy, le Seigneur des Anneaux, choses comme ça. Et je me suis rendu compte... Les grandes épopées. Ah ouais, j'adore ça. Et je me suis rendu compte, en voyant l'histoire de Megan Pierco, dont on a parlé tout à l'heure, la pierre philosophale, que c'était un sujet qui avait été multi-traité au cinéma. Évidemment, Da Vinci Code, Benjamin Gates, tous ces trucs-là. Harry Potter, qui démarre quand même en parlant de la pierre, puisque le premier Harry Potter, c'est l'école des sorciers, mais dans le titre original, c'est Harry Potter et la pierre philosophale. Ah oui.
and the Philosopher's Stone. Et donc, j'ai eu envie de faire ça au théâtre. Et à ma connaissance, ça n'avait jamais été fait. Une aventure un peu façon un mélange entre Club des 5 et Harry Potter et Da Vinci Code. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'est très intriguant, ça donne envie en tout cas. Ouais, et Forever Young, j'adore cette chanson. Et pour tout vous dire, elle termine la pièce. Ah, comment j'ai eu du flair. Bien vu. Bien vu, voilà. Ouais. J'ai senti le truc. Donc effectivement, ça va se jouer avec 4 comédiens sur scène au théâtre Rive Gauche. Et c'est vrai que c'est un spectacle pour toute la famille. Donc n'hésitez pas à offrir ce cadeau pour les fêtes de Noël ou de Hanouka. Voilà. Et c'est vrai que c'est... On vous voit bien en fait vous-même avec le chapeau d'Indiana Jones un peu. Ça pourrait être c'est vrai qu'il faut des rôles. C'est vrai que là effectivement c'est un rôle Alan Turing que vous avez joué depuis des années, mais vous avez un rôle comme ça, un autre rôle qui vous inspire, qui vous fait rêver. J'ai eu la chance de jouer Cyrano dans le rôle de Cyrano. Ça, je veux dire, c'est un rôle immense, une pièce immense. Et moi, ce qui me plaît, c'est les nouveaux défis. Je vais jouer d'autres rôles bientôt dans des pièces qui sont pas de moi. Je vais jouer l'été prochain au Festival d'Avignon le rôle du philosophe Spinoza. Génial. On parle dans autre chose, une pièce de Julien Gélas au théâtre du Chêne Noir, mise en scène Anne Bouvier avec Anne Plantet, ma partenaire déjà de la Maison du Loup. Et là, on va explorer la pensée de Spinoza. Et je trouve que dans un monde qui manque de repères à certains égards et de recul, aller passer 1h30 avec Spinoza. Oui. J'espère que les gens auront le courage de le faire, mais ça va être, en tout cas, ça devient presque subversif, je trouve, de monter un projet comme ça sur un grand philosophe. En tout cas, on va relever le pari. Écoutez, je vous souhaite un énorme succès. Je suis ravi que vous l'ayez annoncé. Donc, si vous allez au Festival d'Avignon en exclusivité internationale, Benoît Solès ici présent jouera Spinoza. Et c'est vrai que ce n'est pas une mince affaire, mais bon, étant donné votre talent de comédien, d'ailleurs récompensé pour Alan Turing, puisque vous avez reçu le Molière, on va y revenir. Mais donc, j'imagine que c'est à voir. Donc, hâte d'en savoir plus sur ce prochain projet. Mais en attendant, revenons dans le présent. J'ai envie de jouer un peu avec vous, mon cher Benoît. Je vous propose un petit jeu. Je vais vous donner 3 mots à placer pendant notre conversation. Et vous-même, vous me donnez 3 mots que je devrais placer aussi. Je vous vois bouche bée. Oh la vache. Bon, je suis parti dans un vocabulaire plutôt adapté à ce que vous abordez. Donc, équation. Non, mais j'ai une petite fiche, je vais vous la donner. Équation, roche, pour la pierre philosophale. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu, apnée, parce qu'avec vous, on est en apnée quand on va vous voir sur scène. À vous de me donner 3 mots que je vais devoir placer aussi. Comme ça, spontanément. Ouais, spontanément, ce que vous voulez, vraiment. Ça peut être n'importe quoi. Ananas. Oui, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie de mon décor, gros budget, comme vous. Hippocampe. Voilà. Je me suis rendu compte que j'avais prononcé 2 fois dans notre entretien le mot subversif. Très bien. C'est un mot que j'aime bien, donc ça sera votre 3e mot. C'est vrai que ça vous va bien. 3 mots qui ont un rapport évident. Et bien sûr, ça, évidemment. Et si j'arrivais à les placer dans la même phrase, on serait bien. Dans la même phrase, là, j'applaudis. Eh bien, écoutez, on va essayer de les placer. Avant d'aller plus loin dans notre conversation, j'ai quelqu'un qui a un petit message pour vous. Vous avez un message. Oui, bonjour. C'est une question que je voudrais poser à Monsieur Solès. Dans La Machine de Turing, il y avait le comédien Amaury de Créancourt. Il était présent aussi dans La Maison du Loup. On dit jamais 203, pourtant il n'est pas dans Le Secret des Secrets. J'ai cru comprendre que c'est parce qu'il était trop vieux. Alors peut-être, est-ce que vous avez prévu d'écrire un nouveau spectacle, quelque chose qui parlerait de vieilles personnes pour pouvoir faire travailler Amaury de Créancourt. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. J'ai eu la chance de découvrir Le Secret des Secrets à Avignon et j'aurai beaucoup de plaisir et de bonheur à le voir au théâtre Rive Gauche. Au revoir. Alors, on aura reconnu Amaury de Créancourt, que donc j'ai eu le plaisir de recevoir ici, qui joue dans Ring actuellement au théâtre qui est merveilleux. de l'œuvre. Merveilleux. Et donc, écoutez, vous avez une réponse à lui fournir. Ouais, celle qui m'a faite, parce que là, il le fait un peu en mode gag, mais il me l'a fait extraordinairement sérieusement. Quand, après Turing, j'ai écrit une pièce que j'ai écrite pour lui, Anne Plantet et moi, et quand je lui ai dit, tiens, j'ai une nouvelle idée, il m'a dit, qu'est-ce que je joue dedans? Évidemment, mais très sérieusement, mon cher Amaury. Et donc voilà, c'est vrai que sur le Secret des Secrets,
donc la pièce du mois de janvier, là, au Rive Gauche, la pierre philosophale, j'ai tout de suite eu l'idée qu'il fallait que ce soit une pièce jouée par des jeunes de 25-30 ans, parce que Meghan Purko, à cet âge-là, 30 ans. Et puis, comme c'est une histoire de transmission, de mystère, qui se transmet de génération en génération, je me suis dit, quel va être, moi, mon challenge dans cette pièce-là? Donc, ça va être de faire ma première mise en scène et de passer le relais à des jeunes comédiens, Mathilde Moulina, Axel Godard, Gabriel Gozlan et Montane Fréget, qui sont magnifiques, ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont vraiment très très bons. Et voilà, donc c'est aussi un passage de témoin. C'est un autre genre de défi. Ouais. Exactement. Et pour Amaury, évidemment, je suis certain qu'on se retrouvera, parce qu'on a vraiment joué, je sais pas, 700, 800 fois ensemble la machine de Turing. Et effectivement, il a beaucoup parlé de cette expérience lors de notre entretien et qu'il avait voyagé avec vous. Et c'est vrai que c'est vous avez vécu une histoire assez incroyable ensemble. On s'entend extraordinairement bien. Je crois que une des raisons du succès de la pièce a été l'alchimie entre nous, et que j'ai réussi grâce aux comédiens aussi qui se sont succédés après, comme Grégory Benchenafi aussi, Éric Pucheux et Jules Doucet aujourd'hui, et Antoine Ferré qui vient de rejoindre l'équipe. On a réussi cette alchimie, mais on est aussi différent quand on a fait la tournée, mais la plus grande tournée, je pense, en France depuis une trentaine d'années. On en est à plus de 250 dates de tournée. Et moi, je me souviens toujours des théâtres. C'est-à-dire que quand je repasse avec une autre pièce, je fais « Ah, là, on a joué Turing ce jour-là, machin et tout ». Et Amaury, il se souvient des restos. C'est vrai, c'est assez pratique. Moi, je me souviens des salles et lui de ce qu'il a bouffé. C'est trop mignon. Ouais. Mais en effet, il aime bien cuisiner, on en avait parlé aussi. Cuisiner. Il me fait Ah oui, Amiens, on avait mangé ça. Mais oui, c'est ça qui est bien quand on est avec un bon partenaire de jeu, c'est que quand on part en tournée, on vit aussi des choses assez incroyables. Et quand on a l'occasion justement de sillonner la France, de voir des publics différents, enfin, c'est des expériences assez riches. Merveilleux. J'imagine. J'adore ça. Et donc, écoutez, c'est bien gentil tout ça, mais comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir pendant ce tapis rouge. D'accord. Vous avez un petit buzzer devant vous là. Ouais, si je dis des bêtises, vous avez le droit de me buzzer. D'accord. Parce que je ne veux pas de fake news dans cette émission. Donc c'est parti. C'est par une journée de rentrée des classes, le 5 septembre 1900. Coquetterie du comédien, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Alors, c'est marqué partout. 1972, que naît le petit Benoît Etchard Solès, dans la ville connue pour ses fruits et dans le transit, Agen, dans le Lot-et-Garonne. Et le rugby. Et le rugby, bien évidemment. Et vous passez votre enfance à Lamontjoie, jouant dans les ruelles sous le regard tendre de votre arrière-grand-mère Jeanne, qui vous lit des passages de Cyrano de Bergerac. Oui, ça c'est fou quand même. Ah, ça me touche de parler de mon arrière-grand-mère. Quand elle me lisait des passages de Cyrano, et quand j'ai eu la chance des années après de jouer le rôle, j'avais l'écho de sa voix sur certains vers, et notamment le moment que tout le monde connaît à la fin, à l'acte 5, quand Cyrano lit la fameuse lettre de Christian, et que dans la vibration de sa voix, Roxane reconnaît que c'est Cyrano qui l'avait écrite. J'ai encore l'intonation de ma grand-mère qui me le lisait quand j'étais pas très grand, et quand j'ai joué le rôle, c'était comme encore sa voix à elle qui teintait la mienne. Et ça, c'est un très beau souvenir, une belle connexion. Ouais, c'est extraordinaire qu'elle vous ait transmis comme ça ce goût. C'est elle vous avez d'autres souvenirs comme ça, de choses qu'elle vous lisait? Je dois beaucoup ma passion du théâtre à ma mère, qui m'a emmené au théâtre, qui adore le théâtre, qui m'a emmené petit, alors qu'on était à Agen, voir des pièces à Paris. Après, on a habité un petit moment à Paris. Mais on est... Enfin, je veux dire, il y a des gens qui vont vers le théâtre ou des carrières artistiques comme un combat. Moi, mes parents, mon père a fait de la peinture dans sa jeunesse, ma mère a toujours aimé la littérature et le théâtre. Il y avait une sensibilité artistique. Et je crois que ça m'a aidé à découvrir mon goût pour le jeu, pour l'écriture. Et de ça, je leur remercie, vraiment. Et donc, comme vous l'avez dit, vous aimez lire. Votre maman vous amène aussi vers la lecture. Les romans d'aventure, donc, comme on l'a évoqué, Jules Verne, Le Club des 5. Les livres dont vous êtes le héros. J'ai adoré ce truc-là. En fait, je me rappelle, c'est à la librairie d'Agen. J'allais chercher un roman dans le style Jules Verne, et je vois un livre qui s'appelle Le Sorcier de la Montagne de Feu. Je me dis, waouh, j'adore. C'est vraiment déjà, j'avais lu Le Seigneur des Anneaux, et je me dis, tiens, c'est pour moi. Et c'était un livre, en fait, un livre-jeu où
l'histoire démarrait, et puis tout d'un coup, on disait, alors là, je sais pas, est-ce que vous voulez aller rentrer dans la grotte ou aller dans la cabane? Et si vous voulez aller dans la grotte, rendez-vous au chapitre temps. Et c'était une espèce de livre interactif comme ça, et j'avais trouvé ça d'abord une très bonne idée, assez fascinant. Puis j'ai adoré tout ce qui était Donjons et Dragons, les jeux de plateau, là, comme ça. Mais personne ne voulait jouer avec moi, donc je le faisais un peu tout seul. Mais ça, c'était peut-être en fait mes premières pièces de théâtre où je m'imaginais être à la fois le maître du jeu, l'aventurier. Avec les personnages que vous rencontrez, c'est dans les péripéties. Exactement, et c'était un peu déjà une façon d'écrire des histoires. Mais il y a quelque chose. J'ai vachement ramené Turing à son enfance, et je m'en sers beaucoup, et j'y mêle sans doute la mienne. Mais jouer, d'ailleurs, on dit jouer comme jouent des enfants. Oui, bien sûr. Et je crois qu'on cherche, quand on est comédien, à retrouver l'espèce de vérité qu'ont les gamins qui jouent dans la cour de récréation aux gendarmes et aux voleurs en y croyant. Complètement. Je recevais Guillaume Bouchet qui est actuellement dans le Marchand d'étoiles. Ouais. Et on évoquait justement ce plaisir en tant qu'adulte comédien de retrouver ces sensations d'enfant qu'on avait dans la chambre d'enfant et de jeu. Et alors vous évoquez comme ça le fait d'être tout seul à vous imaginer votre monde, et ça me fait penser à Robin Williams, qui justement quand il était enfant était assez solitaire, et qui justement à travers le jeu s'imaginait plein de personnages, et on voit comment des fois l'ennui de l'enfance vous fait avoir un génie du jeu et le talent de comédien plus tard, quoi. Ouais, c'était un immense acteur, c'est très triste qu'il soit parti, et on sentait chez lui un mélange de non prise au sérieux, de jeu pur, d'amusement, de dérision, et aussi une immense sensibilité, une immense fragilité. Exactement, et justement, je trouve que c'est marrant parce que du coup, on parle de ça de manière tout à fait improvisée, mais je trouve que vous avez ce truc dans le regard, justement, à la fois un regard perçant et de l'innocence de l'enfant à travers votre regard, et on le voit très bien dans la pièce, justement. On n'en dit pas plus, mais c'est ce retour à l'enfance est très joli dans La Machine de Turing. Et donc effectivement, vous naissez aussi dans une ville assez connue, pas que pour le rugby, mais dans une région où la troupe la plus connue de France se produit, celle des Baladins en Agenais, créée par donc Roger Louret, Nicolas Marié et Marianne Valéry. Oui. On va écouter la voix de son fondateur principal. Ensuite, l'après-midi, nous travaillons les spectacles. Nous répétons tous les après-midi, sauf quand nous jouons exceptionnellement, il nous arrive évidemment de faire des matinées classiques. Il y a eu pas mal de problèmes d'adaptation au départ, mais disons, l'envie de faire le même travail et d'aller dans la même direction, on s'est tous serré les coudes, les difficultés nous ont aidés au lieu de nous desservir, et en définitive, ça se passe très bien. Très ému d'entendre la voix de Roger Louret parce qu'il nous a quittés récemment, et la troupe qu'il a fondée dans un village au-dessus de Villeneuve-sur-Lot, où on joue d'ailleurs, pour ceux qui sont dans le coin, Le Secret des Secrets en avant-première ce vendredi au théâtre Georges Lègue à Villeneuve. Roger était juste à côté dans un village qui s'appelle Montclar d'Agenais, à peu près 800 habitants, et il a créé là un endroit qui est devenu un creuset du théâtre où on démarrait. Moi j'y ai rencontré, alors que j'étais vraiment un gamin de province, j'y ai vu Jean Marais, Annie Girardot, Muriel Robin, tous ces gens. C'est vrai que c'était assez extraordinaire de faire venir dans cet endroit comme ça, c'est vraiment exceptionnel. Et Marianne Valéry, qui a été mon professeur, fondatrice que vous avez cité des Baladins, de cette troupe qui s'appelait les Baladins en Agenais. Voilà, il y avait une école de théâtre où beaucoup d'amis d'ailleurs ont fait le métier depuis, des Nicolas Briançon, Nicolas Vaude et autres. Dans ma classe, j'avais d'ailleurs une Sylvie Roche, je me permets de le citer. Bravo. C'est vrai. Il a placé. Et je l'embrasse. Et puis voilà, on c'est vraiment grâce à Roger qui m'a fait débuter, qui a eu confiance en moi alors que c'était pas gagné. C'est vraiment Roger à qui je dois d'avoir eu le courage de monter à Paris, comme on dit. Justement, alors est-ce que c'est une rumeur ou est-ce que c'est vrai, vous êtes ouvreur, enfin vous commencez vos études et vous êtes ouvreur dans le théâtre de Montclar. C'est comme ça vraiment que tout commence? Oui, parce que je déchire les billets à l'entrée du petit théâtre l'été après mon bac, et là Roger met en scène Muriel Robin, et c'est vrai que elle et d'autres m'ont donné le courage un peu de franchir ce pas si difficile qu'était, au lieu d'aller faire des études à Bordeaux, ce qui m'attendait, et ce qui aurait peut-être rassuré mes parents. Mais voilà, je leur ai dit, suite à cet été-là et à ces rencontres, je leur ai dit, non, je vais tenter ma chance à Paris. Vous avez vraiment été imprégné de cet univers, et puis c'était le meilleur endroit à cette époque-là. Mais ça m'a donné, d'abord ça m'a fait comprendre que j'avais envie vraiment de cette vie, mais ça m'a donné surtout le courage
courage de faire le choix. Vous aviez besoin de cette que quelqu'un vous pousse un peu, vous dise tu peux y aller. Je crois. Et puis après, c'était pas ma marraine d'ailleurs, c'était la marraine de mon frère Benjamin, Dominique. Un jour, on était dans un festival comme ça, et puis moi, je voulais lui dire un truc un peu perso. J'avais envie de lui dire un truc, et elle m'a dit mais je sais ce que tu vas me dire. Je dis ah bon. Et elle me dit oui, tu montes à Paris pour être comédien. J'avais pas vraiment pris encore la décision, et je me suis dit tiens oui. Voilà, et je dis oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là, c'était formulé. Elle l'avait formulé pour moi, et ça aussi, c'était un petit coup de pouce parfois. La force des mots. Vous avez eu quand même cette chance d'avoir cet univers autour de vous qui vous a amené de manière assez logique, je dirais, à cette voie-là. Oui, mes parents se sont inquiétés comme il se doit. Moi, aujourd'hui, quand je vois des jeunes comédiens de 18 ans qui viennent me dire comment faire ce métier, je leur dis les mots que mes parents me disaient à l'époque, c'est-à-dire fais des études, sois très prudent, c'est un métier précaire, difficile, il faut être lucide là-dessus. Mais s'il y a la passion et le désir, il faut le faire. Alors mes parents se sont inquiétés quelques mois, et quand ils ont vu, notamment grâce à Roger, que je trouvais du travail, que je m'en sortais, et en fait ils ont très vite été heureux de voir que j'étais heureux. Alors, même si vous n'aviez pas été dans cette voie-là, vous vous destiniez quand même à des choses assez littéraires, Hippocagne. Oui, c'est ça. Ouais, moi j'étais pris en Hippocagne au lycée Montaigne à Bordeaux. Je me passionnais. J'ai voulu tour à tour être diplomate, égyptologue, ou faire de la politique. C'est quelque chose qui m'a toujours un petit peu poursuivi aussi, et qui est revenu vers moi d'ailleurs étrangement. Justement, on va en parler un petit peu. Mais alors donc, revenons sur ce coup de pouce par Roger Louret et par les gens que vous avez rencontrés sur place, Muriel Robin, Nick Gregorio aussi. Et donc, vous partez à Paris après cette conversation avec votre marraine, Dominique, et vous allez suivre les cours de Jean Darnel au Théâtre de l'Atelier. Et c'est quelqu'un qui a énormément compté pour vous. On va écouter. C'est du théâtre simple et direct qui parle du cœur. Alors ça parle des hommes. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est Jean-Luc Tardieu, mais ça, c'est pour après. Alors, on va écouter donc. Ça très peu parce que c'était très bien, mais on le fait ensemble. Alors, vous êtes gentils, vous venez, Voilà, je pourrais vous l'expliquer évidemment, mais il y a quelqu'un qui le fera beaucoup mieux que moi, parce qu'elle a le secret justement de ce que j'essaie de vous faire comprendre, et c'est notre chère Marie Marquet. Oh là là, oui, ça c'est... Jean était un grand professeur d'art dramatique, mais il était aussi un grand mélomane. Il a créé les chorégies d'Orange, et il avait un cours privé au Théâtre de l'Atelier, et Roger Louret m'avait dit, si tu montes à Paris, il faut aller chez Darnel. Il était à la fois merveilleux, très exigeant, parfois très dur, mais il m'a beaucoup appris. Je l'appelais mon maître, et Jean, lui aussi, nous a quittés. Mais je suis très heureux à travers l'émission de parler de Roger et de Jean, parce que c'était des personnes qui étaient passionnées, et comme j'essaie modestement de le faire aujourd'hui, c'est des gens qui avaient la passion de la jeunesse et de la transmission. Ça, c'est vraiment un point commun entre cette histoire du secret des secrets dont on a parlé tout à l'heure et le talent, et même ce qui animait Roger Louret ou Jean Darnel, la passion de la jeunesse et de la transmission. Et cet esprit aussi d'aventure d'équipe. J'ai reçu aussi Christelle Chollet, qui a fait partie des baladins Jean Magenet, et qui est des années twist, comme vous, je crois d'ailleurs. Moi, j'ai fait un petit crochet dans les années twist. J'étais mort de trac parce que je suis pas chanteur, et vraiment j'étais, quand je me suis rentré sur scène la première fois dans les années twist, j'étais en apnée. Il faut vraiment bien le dire. Merci. Et je me rappelle, c'était à Bordeaux, et Roger, je chantais pas bien, j'étais pas très bon quand j'étais jeune, il faut dire la vérité, mais Roger disait, il est mauvais, mais il en veut, et ça me parle, alors on va le mettre dans les années twist. Et les gens disent, mais non, il est mauvais, il est très mauvais. Oui. Non, mais il faut qu'il apprenne, il va se sortir le doigt de... Vous savez, il va y aller et tout. Et voilà, c'est ça, faire confiance aux jeunes, c'est aussi déceler, pas forcément chez celui qui est déjà le plus près ou le plus doué, mais déceler celui qui en a peut-être le plus envie, voire le plus besoin de devenir comédien. Complètement. C'est une vraie chance d'avoir croisé ces gens-là. Oui. C'est une chance. Et après, je pense aussi que quand la rencontre était là, ou comme quand j'ai rencontré plus tard Jean-Luc Tardieu, ce sont des personnes qui m'ont proposé leur aide, qui ont cru en moi, mais c'est aussi des gens que je n'ai pas laissé passer, parce que j'ai essayé d'être à la hauteur
des espoirs qui vous ont, des espoirs qui ont porté en vous, bien sûr. Donc, comme vous l'avez dit, Roger Louret donc vous fait confiance, vous allez chez Jean Darnel prendre des cours, et il vous rappelle donc Roger pour jouer dans une des premières pièces, je crois, produites par Dumontet. Ah, c'est vrai. Oui. Alors Jean-Marc est bordelais, donc c'est ça. Nous à Agen, Villeneuve là à côté. C'est dans le coin, quoi. Et en fait, le premier spectacle qu'a produit Jean-Marc Dumontet, qui aujourd'hui est un des hommes les plus incontournables dans le théâtre parisien, français. La première production de Jean-Marc, c'était La Java des mémoires de Roger Louret, avec le petit Benoît qui était complètement paniqué à l'idée de mettre un pied sur scène. Mais voilà, donc c'est vrai que ça nous fait sourire avec Jean-Marc. C'est vraiment votre première expérience de scène professionnelle ? Oui. La première fois que je suis monté sur scène en étant payé, c'est-à-dire en étant professionnel, c'était à Montclar d'Agenais, dans le théâtre de poche, 60 places, avec Christine Zavant, Catherine Delourté, Gilbert Pascal et Philippe Candelon dans La Java des mémoires. Je m'en rappelle encore parce que je continue de travailler avec Gilbert Pascal, qui est mon partenaire d'écriture sur les pièces. Et mon Dieu, je me revois monter les marches et rentrer sur scène, et j'ai l'impression que c'était hier. Tout ça est passé à une vitesse vertigineuse. C'est ça aussi, encore une fois, cette confiance. Voilà, on vous dit tu peux y aller, puis le premier rôle vous est offert encore une fois par Roger Louret, c'est assez formidable. Et donc ça va vous amener un peu plus tard, donc on l'a évoqué brièvement, à travailler avec Jean-Luc Tardieu, qui vous engage pour dire 2 phrases dans La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, une pièce pourtant dans laquelle il y en avait beaucoup de phrases, peut-être un peu trop. Mais il faut commencer pas à pas. Et voilà, je jouais le rôle du chasseur. Enfin, c'était pas un chasseur avec un fusil, c'était un chasseur avec un bibi, un groom, un Spirou, le chasseur d'hôtel. Voilà. Et je rentrais à mobilette, ce qui était très technique parce elle était sur béquille dans les coulisses. Il fallait vraiment que je la débéquille et que je rentre sans caler, ce qui aurait quand même été assez ridicule. C'était du patinage artistique. Je rentrais en roller aussi avec Michel Galabru. Là, je rentrais en mobilette pour dire une phrase. Et donc, évidemment, quand vous avez 24 ans et que vous avez une phrase à dire, vous mettez tout ce que vous êtes, vous mettez le monde dans cette phrase. Et c'est très difficile de la dire de façon, parce que c'est une phrase banale. Je disais à Madeleine Robinson, comtesse, on a retrouvé vos 3 écharpes. Voilà. Et donc, quand vous répétez 3 mois pour dire cette phrase, vous arrivez, vous dites comtesse, on a retrouvé vos 3 écharpes. Vous voulez tout mettre. Vous mettez tout dedans. Et c'est très dur de dire comtesse, on a retrouvé vos 3 écharpes. C'est trop mignon. Voilà, c'était la première phrase vraiment emblématique. Comtesse, on a retrouvé vos 3 écharpes. Donc cette fois-ci, on va entendre Jean-Luc Tardieu. C'est du théâtre simple et direct qui parle du cœur. Alors ça parle des hommes. Ça raconte les hommes. C'est souvent très caustique, c'est même quelquefois un peu méchant, mais c'est pas Pagnol qui est méchant. Ce sont les hommes qu'ils sont quelquefois entre eux, tout simplement. Là, il parle de la trilogie marseillaise, je pense, qu'il a très très bien monté. C'est un très grand metteur en scène qui a dirigé longtemps la Maison de la Culture de Loire-Atlantique à Nantes, qui m'a donné donc l'occasion de démarrer vraiment dans une grande institution théâtrale dans le spectacle dont on a parlé. Après, il m'a engagé dans Le Marchand de Venise avec Michel Blanc, Isabelle Gélinas. Ça devait être une expérience incroyable aussi. Merveilleux, ça a été le début d'une très grande amitié avec Michel. Ça me fait très plaisir aussi de le citer et de dire à Jean-Luc, si jamais il nous entend, que ses conseils résonnent toujours en moi, toujours. Merci de lui rendre hommage. Oui, c'est vraiment on voit comment votre parcours est longé comme ça par des rencontres à la fois de gens avec qui vous avez travaillé, par des personnages, donc Alan Turing, que vous défendez très très bien, au Théâtre Michel. On revient avec vous pour continuer la suite de ce chemin ensemble. Vous et avez de ce 3 mois à parcours placer. incroyable. Ouais, j'ai toujours 3 mois à placer, mais je vais les placer, j'en suis sûr. Je me donne encore quelques minutes. À tout de suite, juste après le journal avec Eva Soto. Ce sera peut-être un journal subversif. À tout de suite. Radio J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J. Avec les audioprothésistes Unisson, retrouvez le plaisir d'entendre et sans vous ruiner. Jusqu'au 31 décembre, profitez des remises exceptionnelles. Et oui, jusqu'à 500 € sur les appareillages auditifs les plus performants du marché. Unisson vous propose les appareils auditifs les moins chers de France. Dans 14 centres dans toute la France, dont 5 à Paris et en Ile-de-France. UNI2SON.com. Unisson.com. Unisson.com. La vente des appareils auditifs est soumise à prescription médicale, préalable et obligatoire.
Alors qu'on observe une flambée des actes antisémites qui affectent particulièrement les plus démunis, la Fondation Kazip Kojasor travaille sans relâche auprès des 30 000 personnes aidées quotidiennement. Destinez votre don aux milliers de familles en difficulté sociale, aux personnes en situation de handicap, ainsi qu'aux survivants de la Shoah. Adressez vos dons avant le 31 décembre et vous bénéficierez d'une déduction fiscale jusqu'à 75%. Fondation Kazip Kojasor, 01 49 23 71 40. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Eva Soto. Bonjour Eva. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. À la une de l'actualité, le 437e jour de guerre et les alertes qui viennent de retentir tout à l'heure en Israël dans la région du Gush Dan et à Tel Aviv. Le journaliste israélien Stéphane Amar au micro de Steve Nadjar. Oui, le Yémen, c'est-à-dire les Houthis, sont le dernier proxy encore opérationnel de l'Iran. Et visiblement, ils ne désarment pas. En tout cas, ils tiennent à marquer leur présence, leur existence. Et effectivement, il y a quelques minutes, les sirènes ont retenti dans toute la région de Tel Aviv, puisque la trajectoire d'un missile peut déclencher plusieurs zones et donc plusieurs sirènes à travers la région. Mais finalement, le missile a été intercepté. Le journaliste israélien Stéphane Amar. Et cette nuit, Israël a frappé des dépôts d'armes en Syrie. Ce sont les plus lourdes frappes sur la région syrienne de Tartous depuis des années. Le site visé était l'une des bases russes dans le pays. Les cibles donc des défenses aériennes et des sites de stockage de missiles sol-sol. La Turquie, le Qatar et l'Arabie Saoudite condamnent les plans israéliens pour le Golan. Israël veut favoriser l'augmentation de la population, mais pour l'instant, seuls les États-Unis reconnaissent ce territoire conquis en 67 à la Syrie comme israélien. Selon Jérusalem, il s'agit de renforcer les localités du Golan et l'État d'Israël à la lumière du nouveau front en Syrie. Le Golan, mais aussi justement la Syrie et également les otages au centre de la discussion téléphonique hier entre le Premier ministre israélien et Donald Trump. Selon le ministre de la Défense Israël Katz, Israël est plus proche que jamais d'un accord sur la libération des captifs à Gaza. Des propos tenus à huis clos devant la Commission des Affaires étrangères, mais qui ont fuité. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Israël Katz aurait également évoqué un accord par étapes et indiqué que le Hamas avait assoupli sa position et que la présence de Tsahal dans le couloir de Netzarim et sur la route Philadelphie, donc dans la bande de Gaza, ne serait plus un obstacle à la trêve. Sans confirmer ces points spécifiques, un responsable du Hamas a lui aussi estimé ce matin qu'on se rapprochait d'un accord. Israël Katz a de son côté encore indiqué que le compromis, même partiel, c'est-à-dire en plusieurs étapes, trouverait une majorité au sein de soutien au sein du gouvernement israélien. Notre correspondante à Jérusalem, Pascal Sunshine. Le procès de Binyamin Netanyahou pour corruption. Le Premier ministre israélien en exercice a demandé l'annulation de l'audience de demain et l'a obtenue. Les raisons exactes de cette décision restent secrètes puisque la décision a été prise à huis clos. Le Premier ministre et son avocat affirment que la couverture médiatique du site d'information Walla a favorisé son rival Naftali Bennett et pas lui. Binyamin Netanyahou est accusé d'avoir accordé des faveurs à Walla en échange de parutions élogieuses à son égard. Politique en France, François Bayrou consulte aujourd'hui et demain les forces politiques avant de composer son gouvernement. Après Marine Le Pen et Jordan Bardella, puis Gabriel Attal, le nouveau Premier ministre reçoit les chefs de groupe socialistes Boris Vallaud pour l'Assemblée, Patrick Kanner pour le Sénat et le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. Ils sont arrivés à la mi-journée à Matignon. Ils n'ont pas l'intention d'entrer au gouvernement, mais se sont montrés prêts à discuter, ce qui n'est pas le cas de LFI et de Jean-Luc Mélenchon, qui ont repoussé l'invitation. La guerre en Ukraine, Vladimir Poutine affirme être en position de force sur toute la ligne de front. Des propos tenus lors d'un discours face aux principaux cadres de son ministère de la Défense. Il revendique la prise de 189 localités ukrainiennes sur l'année écoulée. À Mayotte, la désolation après le passage du cyclone Chido. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire est arrivé sur l'île. Selon Bruno Retailleau, il faudra des jours et des jours avant de connaître le nombre de victimes, des centaines voire des milliers de tués, estime le préfet sur place.
Il aura fallu plus de 80 ans pour réparer cette injustice. Une famille d'Allemagne de l'Est a perdu sa maison. Il faut dire qu'elle lui avait été vendue en 1939 par des Juifs sous la contrainte des nazis. La famille allemande qui en avait pris possession l'avait gardée jusqu'à présent, mais la Cour administrative fédérale de Leipzig a rejeté l'appel des habitants actuels. Et puis retour en Israël pour finir avec ces traînées de fumée dans le ciel en forme de ruban à l'image de ce jaune que les soutiens des captifs arborent. Des traces dessinées par des avions sont apparues dans le ciel israélien ce matin et visibles à travers tout le pays. Selon Tsahal, ces traînées de fumée de condensation ont été créées par des activités opérationnelles de routine. Mais comme il y en a eu plusieurs, Tsahal cherche à déterminer les causes exactes du phénomène. Les photos largement partagées ont généré l'hypothèse d'un geste de pilote en faveur des otages. Merci beaucoup Eva, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous, je suis avec Benoît Solès pour la dernière partie, la cerise sur le gâteau, plutôt l'ananas sur le pudding. Oh là là, excellent. Pour la dernière partie de cette émission, à tout de suite sur Radio J. Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. 12h30. Allez, échauffement. 12h32. 12h33. Go. Ne changez pas vos habitudes. Allumez Radio Player. Radio Player, les radios françaises, les web radios et les podcasts gratuitement et sans inscription. Téléchargez l'application sur votre mobile. Retrouvez aussi Radio Player dans vos voitures, enceintes et TV connectées. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, nous sommes de retour avec le subversif. Comédien, auteur, dramaturge. Non, j'ai pas encore placé Hippocampe. Ah, c'est vrai. Benoît Solès, avec qui on évoque donc son parcours. Et j'ai envie de revenir sur cet épisode de votre vie. Vous avez eu le bonheur de travailler donc avec Michel Blanc dans Le Marchand de Venise. Vous pouvez nous en parler un petit peu plus de cette expérience? C'était vraiment en tant que jeune comédien. Ouais, c'était à mes tout débuts. C'est grâce à Jean-Luc Tardieu, dont on parlait tout à l'heure, à la Maison de la Culture de Loire-Atlantique. Il me propose le rôle du jeune premier dans cette pièce de Shakespeare très importante parce que Le Marchand de Venise, c'est comme cette histoire du marchand Shylock qui va avec cette histoire de la livre de chair et puis ce monologue très connu où il dit: si vous nous piquez, est-ce que nous ne saignons pas? Si nous vous ressemblons sur ça, est-ce que nous ne vous ressemblons pas sur tout? C'est une pièce qui est évidemment un hymne à la tolérance et Michel jouait ce personnage de Shylock magnifiquement. C'est dommage qu'il n'ait pas fait plus de scènes. Il avait peur souvent, tout le monde le sait, c'était quelqu'un qui avait pas mal de névrose, de sensibilité, d'angoisse. Il en jouait merveilleusement, créant par là même des personnages inoubliables, mais il a fait je suis tellement heureux et fier d'être devenu son ami. On s'est jamais quitté depuis. C'était un ami de 30 ans et son départ a été un grand choc pour nous, mais voilà, il faut revoir évidemment les comédies, mais il faut revoir aussi Tenue de soirée, Monsieur Hir, L'exercice de l'État, Je vous trouve très beau, tous ces films extraordinaires dans lesquels on voyait encore plus de choses. Plus que le clown. Oui, même si pour être un clown c'est de la comédie et de la tragédie. Complètement. Et comme on se l'est dit tout à l'heure en off, faire rire est sans doute la chose la plus difficile qui soit. Mais encore une fois, c'est une expérience assez incroyable que vous ayez pu partager la scène avec lui qui n'a pas été beaucoup sur scène, effectivement. Ouais. Et c'est vrai que dans tous les témoignages qu'on a sur Michel Blanc, on revient toujours sur ce sens de l'amitié. Voilà, il avait ses amis, cette fidélité, ce cœur. On a parlé tout à l'heure des troupes à travers la compagnie Roger Louret ou la troupe de jeunes comédiens chez Darnel, ou les troupes, par exemple, quand Tardieu montait la trilogie marseillaise, et Michel, évidemment, c'est le Splendide. C'était quand même bouleversant de voir à Saint-Eustache tous ces comédiens réunis au premier rang pour accompagner leur ami. Et voilà, on est des gens de troupe. Moi, j'aime beaucoup ça au théâtre, le côté artisanal, les planches, la sueur, la transpiration, voilà, le public, le direct, rideau, les accidents, les petits accidents, les trous de mémoire, les trucs qui tombent, qui se décrochent. Et je sais pas, avant-hier,
au théâtre, il y a un truc qui s'est pas allumé, qui s'est allumé de la mauvaise couleur et tout, il faut s'adapter, il faut jouer avec. Et il y a comme ça une espèce d'équation qu'on doit renouveler merci beaucoup, qu'on doit renouveler tous les jours entre le texte, la mise en scène qui est préétablie et le public. Et il va y avoir cette équation, cette alchimie qui va être différente chaque soir. Beaucoup de gens reviennent voir la machine de Turing ou emmènent des amis ou reviennent pour leur propre plaisir et me disent c'est incroyable parce que l'alchimie d'un soir sur l'autre transforme pas le propos, Dieu merci, mais il se passe des choses. La magie du moment présent. Mais moi je dis toujours le théâtre c'est un échange d'ondes en fait. Et comme en fait on dit toujours le public comme si c'était une entité unique, mais en fait le public c'est une somme de gens. Absolument. Et c'est tous ces gens qui font des rires, un bruit, une ambiance. Ouais. Ça crée une énergie. C'est ça, exactement, une énergie. Qu'on perçoit d'ailleurs dès qu'on les entend derrière le rideau. Complètement. Vous savez le genre de soirée que vous allez passer. On sait déjà des choses selon Well, une espèce d'énergie qui émane de ce bruit-là. On en parlait avec Amaury de ce bruit-là derrière le rideau. Complètement. Et après, c'est vrai que pour la même pièce qu'on peut jouer à peu près, parce que c'est jamais pareil, de la même façon, il va y avoir des gens qui vont plus aller vers le rire, la dérision, ou l'écoute, l'attention, l'émotion. Parfois, ça rit beaucoup et ça applaudit moins. Parfois, c'est un silence pendant toute la pièce. Et ça se lève. Tout ça, résulte d'une espèce de chose qui se réinvente chaque soir, et c'est pour ça qu'on s'ennuie pas même après 1000 représentations, ce qui me concerne. Tiens, j'ai envie de revenir sur quelqu'un que vous admirez beaucoup et qui je pense aussi parle très bien de toute cette magie qu'on peut rencontrer au théâtre, c'est Robert Hirsch. La date capitale de ma vie, ça a été sans aucun doute le jour où j'ai eu mon premier prix de comédie au conservatoire. Qu'est-ce que vous donniez comme scène? Je donnais en classique Les Précieuses Ridicules, Mascarille, et en moderne Le Cocu Magnifique de Cromlin. Vous avez eu les 2 prix? Non, il n'y avait qu'un prix à ce moment-là, mais je l'ai eu à l'unanimité. Quel à le dire. Quel est le conseil le plus utile qu'on vous a donné dans votre vie? C'est une grande amie à moi qui m'a donné ce conseil. C'est foutant et voix grand. Je vous jure que c'est utile. Oulala. Robert, est-ce que vous avez déjà fait semblant de vous évanouir? C'est une question bizarre peut-être, non? C'est très drôle. C'est très drôle, mais ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, c'est une confession que je fais là, parce que ça m'est arrivé une fois en scène, sur la scène du théâtre français, la comédie française, et c'était pendant une représentation de La double inconstance de Marivaux. Je jouais Harlequin. C'est un rôle très rapide. Vapeurs, comme la dame non, c'est un rôle très rapide qui saute comme ça, et les répliques sont très serrées, et j'ai eu ce que tout le monde connaît dans ce métier-là, la goutte d'eau. Vous savez, cette chose qui se coince, impossible de parler, la voix descend, les yeux pleins de larmes. Il suffit de tousser, c'est aussi bête que ça, tousser et crachoter. Et ça m'est pas venu à l'idée, je me suis laissé tomber, mais comme une masse. On a baissé le rideau, et où j'ai été stupide, c'est qu'une fois le rideau baissé, j'ai pas eu l'idée de me relever en disant non, ne vous inquiétez pas, c'est bien. Alors les pompiers de service sont venus, on m'a enlevé. On m'a couché au foyer des artistes, on a fait venir le médecin de service qui a décrété que... Qui vous a tâté le pouls? Oui, il a trouvé le cœur très bien frappé et pour cause. Après, il a parlé d'une piqûre de Solucanf que je me suis laissé administrer sans faire houille, puisque j'étais pas conscient. C'est une pièce de théâtre, sans mais... C'est toujours comme ça que ça se passe. Oui, je m'en excuse parce que vraiment, mais je ne pouvais pas penser à crachoter en coulisses. Robert Hirsch, moi, que j'avais eu le plaisir dans ses dernières représentations de voir dans Le Père. Ouais. Et c'est vrai que c'était quelqu'un de très généreux, c'est un immense... On parlait justement du comique, et on l'a beaucoup vu aussi dans des rôles plus dramatiques, mais à la base, c'était un comique de génie aussi, Robert Hirsch. Oui, il a eu dans des faits d'eau, notamment dans Le Fil à la patte, dans le célèbre rôle de Bousin, je crois qu'il faisait vraiment rire. Il y a un extrait aussi où il joue une cantatrice allemande complètement déjantée. Ouais. Enfin, c'est énorme. Il était extraordinaire. Je voudrais rendre hommage aussi au directeur du Théâtre du Palais Royal, Francis Nani, qui a très bien connu Robert Hirsch. Robert Hirsch a beaucoup joué au Théâtre du Palais Royal. Moi, quand j'étais jeune étudiant, j'allais prendre le petit strapontin juste au pied de la scène pour voir Robert Hirsch de près. Et quand j'ai eu la chance de pouvoir jouer Turing au Palais Royal, avant qu'on revienne au Théâtre Michel, je me suis retrouvé à sa place, à lui. Et je regardais souvent depuis la scène ce petit strapontin où j'étais 30 ans avant. Et je me dis, c'est à 2 mètres, mais il a fallu du temps pour faire ces 2 mètres. Waouh. C'est vrai que c'est ça le chemin. C'est émouvant, et de remettre comme ça en lumière ces génies qui donnent de l'inspiration à des artistes comme vous. Et donc, alors vous avez fait donc ce début de carrière au théâtre, puis
accroché par l'écran, la télé, notamment à vos débuts avec un certain Xavier Florent, que j'ai connu d'ailleurs. Ah ouais. Au Con Florent, le fils donc de François Florent. Exact. Qui vous a proposé donc un rôle dans une sitcom qui a très bien marché à l'époque et qui s'appelait L'école des passions, où vous jouiez un jeune premier. Voilà, on va écouter la musique en fond. Oh là là. Et donc là, s'ouvre à vous un peu, enfin voilà, cette aventure sitcom, télévision. Il faut dire que ça racontait la vie d'une classe de comédiens, très copié sur le cours Florent, en effet. Et moi, je jouais un personnage qui s'appelait Christian, qui était le méchant. C'est-à-dire, j'étais tout en noir, très fan d'art drama, très très sombre comme ça. Mais le public a adoré ce personnage. Ils adorent les méchants, le public en général. Ouais, parce surtout que quand ils sont piquants. Voilà, et puis il avait une fêlure évidemment et tout. Et puis les gens adoraient son côté un peu méchant, mais aussi c'était vraiment le jeune comédien tout en noir qui jouait Hamlet et machin. Et ça, je dois ça à Jean-Luc Azoulay, qui on s'est pas mal marré des sitcoms en disant que les acteurs étaient mauvais, tout ça. On tournait à des cadences infernales et c'était pas mauvais parce que pour que ça touche le public à ce point et pour que 10 millions de gens regardent Hélène et les garçons tous les soirs, c'est qu'il y avait quelque chose de touchant et de vrai. Peut-être de maladroit, mais de vrai dans ces sitcoms. Justement, j'ai reçu Anthony Dupré il y a quelques temps. Super et qui mec. est justement très profond et très sensible. Et ça faisait plaisir de justement d'en savoir plus sur cette expérience. Et c'est vrai, on a toujours comme ça des idées préconçues sur les choses, mais c'était une excellente école en fait. Très très bonne école. Donc vous avez une carrière comme ça assez télévisuelle, avec des rôles de temps en temps en guest, parce que comme vous êtes aussi au théâtre, il n'est pas évident de vous mettre en récurrent. Mais donc, quelques années plus tard, vous allez revenir. Alors, au théâtre, vous allez revenir encore. Je vais citer une personne qui vous avait beaucoup fait travailler, donc Emmanuel de Chartres, à qui vous avez rendu un hommage dans votre discours des Molières, avec que vous lui avez dédié d'ailleurs. Et donc, vous alternez comme ça entre l'écran, la scène, et vient cette envie de vous-même d'écrire et d'être auteur. Ça commence d'abord en 2011. En 2011, effectivement, avec cette fois le personnage de Tennessee Williams. Oui, c'est venu de façon assez amusante. C'est que la pièce là sur la pomme, là, celle qui m'a conduit à Turing, la métamorphose des amants, et elle s'est jamais montée parce que je l'avais proposée au Théâtre des Mathurins, juste à côté de là où je vais finir par avoir ce triomphe avec Turing. Et là, je suis vraiment personne ne veut de moi comme auteur et tout. Et je lis cette pièce au directeur de l'époque, qui est toujours là, mais il s'appelle Yvan Varco, et je lui lis la pièce. Il me dit mais ta pièce, tu pourras jamais monter une pièce dans la grande salle, mais il y a une petite salle de 60 places, mais cette pièce là elle est trop grande, il y a trop de rôles, est-ce que tu as une pièce à deux? Et là, j'ai un truc dans mon cerveau, je me dis si je dis non, j'en ai pas évidemment. Je me dis si je dis non, je vais partir. Il faut appâter les chalands, quoi. Je vais me dire j'aurai rien. Et ben j'avais une biographie de Tennessee Williams dans ma poche. Dans mon sac, mes yeux sont tombés dessus et j'ai dit j'ai une pièce sur Tennessee Williams. Il m'a dit quand est-ce qu'on peut la lire? Dans 15 jours, je l'ai écrite et c'est comme ça que ça a démarré. Et en fait, finalement, c'était ça le début de toute la suite de l'aventure, puisque cette pièce a été un peu construite comme la machine de Turing. Exactement, ça a été une espèce de répétition générale de Turing. Et c'est ce qui a fait ce succès immense que vous avez rencontré avec cette pièce-là. J'ai malheureusement pas le temps de vous faire parcourir toute cette carrière parce que l'émission va s'arrêter. Mais en tout cas, j'aimerais savoir, puisqu'on a parlé d'enfance, pour finir cette émission, si vous deviez parler à l'enfant que vous étiez, puisqu'on part de là toujours, est-ce que vous pouvez compléter la phrase que je vais vous donner? Le secret du succès, c'est le travail, la l'obstination et le fait d'être capable peut-être d'affirmer sa personnalité et d'oser faire appel à son imaginaire. Et dans la vie, tu ne dois jamais oublier? Dans la vie, tu ne dois jamais oublier d'où tu viens et tu ne dois jamais oublier de respecter tes partenaires et te dire que ce qui t'arrive est une chance, que la vie est fragile, et toujours te dire quand ça va mal qu'il y a des gens pour qui ça va vraiment, vraiment mal. Alors voilà, dans la vie, regarde devant, mais n'oublie jamais ce qu'il y a derrière. Merci infiniment. Merci beaucoup, Benoît Solès, qu'on retrouve donc dans la machine de Turing, Théâtre Michel, et dont on ira applaudir la création, la mise en scène et l'écriture dans Le Secret des Secrets au Théâtre Rive Gauche à partir du 22 janvier. Merci beaucoup, Alan à la régie. On se retrouve demain. Kiss kiss. Radio J.